Le titre n'est pas tout à fait de moi parce que vous allez voir que le mot révolution me paraît un petit peu exagéré, mais l'idée c'est donc de faire un petit point sur ce qui se passe sur l'agriculture. Vous connaissez sûrement ce graphique de l'Université de Stockholm, de Rockstone, sur les 9 Planet Boundaries. Et on voit dans ce graphique que l'agriculture n'est pas le secteur complètement sympathique qu'on pourrait penser quand on voit une publicité pour Justin Bridoux à la télé, très bucolique. C'est quand même dans les deux plus graves, entre guillemets, problèmes planétaires. L'agriculture est quand même directement en cause, à savoir dans la hiérarchie des catastrophes. Là où la planète a dépassé ses capacités de résilience, donc le premier c'est la biodiversité, et là à l'échelon mondial c'est vraiment l'agriculture, le facteur numéro 1 du rapide effondrement de la biodiversité, je crois que le mot est approprié dans ce cas-là. Le deuxième c'est les flux biogéochimiques, alors c'est un peu le phosphore, mais c'est beaucoup l'azote quand même, où là c'est l'agriculture, et puis on a d'autres impacts comme le climat, où l'agriculture contribue à travers le méthane, donc le méthane 20 fois plus réchauffant que le CO2, qui vient essentiellement des ruminants, enfin beaucoup des ruminants. Le fait de ruminer, une vache, ça rote et ça émet du méthane. Et puis le protoxyde d'azote, qui est, lui, à la fois des engrais azotés et puis des lisiers. Donc, on a aussi de la dégradation des sols. Au niveau mondial, c'est vraiment catastrophique. Et même en France, on a à peu près 18% des sols en état de dégradation agricole, je parle, à cause de pratiques culturales. Alors, l'azote, là-dedans, va jouer quand même un rôle important. Alors, le climat, on est un petit peu conscient maintenant des problèmes. Ça a été dit tout à l'heure, c'est récent, mais enfin, on commence à quand même à être bien conscient. La biodiversité, ça commence, Je ne résiste pas quand même à vous dire qu'à Noël 2015, j'ai eu une conversation avec la personne qui dirigeait le cabinet du Premier ministre, donc a priori quand même quelqu'un d'éduqué, qui n'avait jamais entendu parler du moindre problème de biodiversité. C'était assez hallucinant, comme quoi il y a encore des progrès à faire dans la formation des énarques. Et alors l'azote, là on en est assez loin, puisque l'azote c'est un énorme problème mondial, on le voit sur ce graphique, mais c'est très compliqué. Très compliqué, en particulier la cascade de l'azote. Pour faire simple, on a beaucoup d'azote sous une forme très stable dans l'atmosphère. Il y a un siècle, il y a eu une conférence à l'Académie des sciences britannique en 1899 en disant on a épuisé les réserves d'azote qui étaient essentiellement le guano, donc la population mondiale va diminuer à partir de 1930, puisque l'azote ça fait les protéines qui font les muscles. Et on a découvert, réussi la synthèse de l'azote, Fritz Haber, et donc on a pris cet azote de l'air, on a fait des engrais, donc ça fait un siècle qu'on met des engrais partout. Évidemment, on a réussi à multiplier la population mondiale par 7, mais il y a la moitié de ces engrais azotés qui partent dans l'air, dans l'eau, etc., et ça nous fait des pollutions. Et cette cascade de l'azote est très complexe, c'est ce que montrent des travaux, en particulier il y a un rapport de l'OCDE très intéressant, c'est que dès qu'on va essayer de combattre une pollution azotée quelque part, eh bien on en recrée une autre par ailleurs, donc c'est un petit peu... C'est comme le dentifrice, on ne peut pas le remettre dans le tube, on ne peut pas le remettre sous cette forme N2 stable dans l'atmosphère, on va voir de la pollution de l'air, de l'eau, etc. Donc du coup, si on fait un petit flash sur l'agriculture et les pollutions de l'air, on a quand même essentiellement des problèmes avec tout ce qui est azoté, c'est la grande source d'ammoniac, et puis des particules azotées qui peuvent se recombiner, qui sont source de pollution. On a aussi des pollutions par les produits phytosanitaires, donc des molécules plus compliquées, et puis ces deux gaz à effet de serre, donc le méthane des ruminants, et puis le protoxyde d'azote sur les engrais et les ruminants. L'agriculture est aussi un petit peu un relais d'autres pollutions qu'elle ne produit pas, elle ne fait pas de la dioxine, elle ne crée pas la dioxine, mais comme la dioxine s'étale dans l'air et sur les prairies, on en va retrouver dans les produits agricoles, le lait en particulier. Et puis, par contre, l'agriculture est une grande victime de certaines pollutions de l'air, c'est que l'ozone, on voit que l'ozone affecte les rendements agricoles de manière vraiment catastrophique. On a très rapidement des baisses de 60% de rendement forestier aussi, quand on a des atmosphères chargées en ozone. Alors, donc, pour revenir sur plus généralement que le procédé de synthèse de l'ammoniac par Fritz Haber, depuis un siècle, on a quand même une agriculture qui va surtout chercher à utiliser la terre comme un support et avoir des intrants, donc engrais phytosanitaires, pour
produire avec un grand succès, hein, la révolution verte et puis l'accroissement de la production agricole mondiale. Mais on voit aujourd'hui quand même qu'on a des coûts sociaux qu'on connaissait, mais qui apparaissent de manière vraiment prégnante en termes de coûts de la pollution de l'air, hein, par l'ammoniac, des chiffres tout à fait considérables qui sont sortis en particulier dans un rapport sénatorial. Les pollutions de l'eau, les algues vertes n'en sont qu'un exemple, et puis le coût de dénitrification de l'eau potable ou de déphosphorisation de l'eau potable aussi, hein, ce qui est vraiment très très élevé. Donc on a quand même maintenant une véritable début de prise en compte, à défaut d'être une révolution, et se pose la question de l'agroécologie. Alors l'agroécologie, il y a des tonnes de définitions possibles. Je crois que pour certains agriculteurs, ça consiste un peu à acheter un tracteur très performant avec des GPS partout qui va réduire les intrants avec de l'agriculture de précision. La définition la plus communément admise dans le monde agronomique, c'est une agriculture qui se repose sur les cycles biologiques naturels et moins sur ces intrants importés, type engrais de synthèse et phytosanitaires. Alors, de là à dire qu'il y a une révolution, c'est quand même un petit peu beaucoup. On a des gros progrès. Alors, ce n'est pas quelque chose de nouveau, hein. Pour un agronome, le top du top de l'agroécologie, c'est le paysan haïtien. Paysan haïtien qui a des systèmes agraires incroyablement compliqués, jamais moins de 17 cultures sur une parcelle, avec une plante qui abrite une autre pendant sa croissance, etc., des associations extrêmement performantes, qui nous laissent tous les agronomes français absolument admiratifs devant la capacité technique. Ça, c'est un peu le top de l'agroécologie, avec des très bons rendements en fin de compte, hein, sur des terres très pauvres, avec un fort contenu en protéines. Enfin, c'est tout à fait admirable. Le problème, c'est que c'est un modèle qu'on a plutôt abandonné dans les années 50, puisqu'on a vraiment artificialisé, hein, et puis qu'on a perdu pas mal de temps pour développer ce modèle-là. Alors la révolution verte en Inde est un des éléments, mais on n'a pas pris cette voie-là, pour dire ce qui est. Et la raison pour laquelle on ne l'a pas prise, elle est assez claire, et je pense que c'est à l'heure actuelle le gros problème de cette transition agroécologique, eh bien, c'est les prix. On a par exemple parmi les personnages médiatiques de l'agroécologie, il y en a plusieurs, comment s'appelle-t-il, Pierre Rabhi en particulier, qui, je pense, développent des solutions techniques extrêmement intéressantes, mais le gros problème, c'est que si on veut faire de l'agroécologie comme le paysan haïtien, on risque d'avoir un peu le salaire du paysan haïtien ramené à l'heure de travail, quoi, puisque l'agroécologie va quand même nécessiter, certes moins d'engrais de synthèse, etc., mais quand même plus de travail, et qu'à la fin, ce travail, il faut le rémunérer. Et ça, on a quand même cette grosse limite, c'est le rapport des prix actuels. Le capital n'est pas cher, l'énergie n'est pas encore très très chère. Alors le glyphosate, 2 litres par hectare, ça suffit à tout désherber, ça vaut 2,60 € le litre, donc on ne va pas s'embêter. Si vous voulez, ça va quand même, on a des rapports de prix pas favorables du tout. Alors on a quand même des évolutions qui apparaissent, qui sont vraiment des évolutions structurelles, je pense, hein, mais qui viennent vraiment du consommateur. Pour une fois, c'est pas l'économiste que je suis un peu troublé, c'est pas les rapports de prix, mais on a vraiment cette évolution vers le bio, vers le végétarisme, et je crois quand même quelque chose qui attire l'attention, hein. Il n'y a plus de viande dans pratiquement aucun restaurant universitaire à Berlin, par exemple, et il y a une vraie poussée parmi nos étudiants, ceux de Christian et moi, par exemple, puisqu'on enseigne dans le même master. Et il y a des véritables choses qui bougent, mais cet obstacle sur les rapports de prix me paraît quand même tout à fait important. Alors qu'attendre de l'agroécologie? Encore une fois, on ne voit pas tant de choses que ça se passer. En termes d'agroécologie, c'est plutôt des essais, des tentatives. Ce qu'on en voit, le plus visible, c'est peut-être le côté un peu bio de l'agroécologie, qui est une forme d'agroécologie. Alors, il y a du bio très industriel aussi, hein, sous serre, etc. Mais on a quand même là une vraie progression de la consommation, de la production. Et donc, si on se base un petit peu là-dessus, l'impact, à mon avis, le plus net est vraiment sur la biodiversité. Évidemment sur les flux d'azote, puisqu'on ne met pas d'engrais, mais enfin on met quand même de l'azote organique, hein, qui vient des animaux. Et puis on triche un petit peu, puisque grosso modo du fumier, il suffit de le laisser reposer 1 an et il devient bio, quoi. Donc est-ce que c'est pas du fumier qui a été produit lui-même avec des pâturages qui ont eu même des engrais? Si on fait le cycle complet, c'est pas complètement clair. On a bien sûr moins de ces pollutions aux pesticides avec tous les aspects cancérogènes qu'on peut avoir. Par contre, alors
Sur l'agroécologie, je vous dis, c'est pas très clair, parce qu'on ne sait pas très bien ce que c'est, on n'a pas de chiffres non plus, mais on a quand même un bilan plus incertain sur les gaz à effet de serre, sur le bio, les simulations que nous on a faites, on a quand même, surtout si on compte, le gros problème en fait, c'est les effets indirects. Alors déjà dans la prise en compte des émissions agricoles, on peut trouver un peu les chiffres qui nous arrangent. Si on compte les effets directs, indirects, etc., avec travers la déforestation importée, etc., si en plus on déduit les puits de carbone, on a une marge de manœuvre pour trouver le chiffre. Enfin, je pense que Céline ou Christian en ont un peu parlé, mais déjà, ce n'est pas très, très évident. Mais les effets indirects de passage à, par exemple, du bio, où on va quand même avoir une perte de rendement, c'est quelque chose d'assez complexe et d'assez embarrassant pour ceux qui aiment bien quand même ce côté agroécologie, en tout cas bio, parce que en situation expérimentale, on peut faire du bio qui a les mêmes rendements que de l'agriculture conventionnelle, mais avec des contenus en travail un peu rédhibitoires dans des conditions économiques standards. Donc forcément, il y a des rendements moindres, et si on laisse la consommation inchangée, ça veut dire qu'il risque de se passer ce qui s'est passé avec la délocalisation de nos industries polluantes en Chine, des réductions tout à fait locales, mais qui sont compensées par des accroissements globaux, alors à la fois d'émissions de gaz à effet de serre et aussi de perte de biodiversité importée. Donc la solution, c'est ce côté intensification écologique dont a parlé Christian, enfin je ne suis pas sûr que tu aies prononcé le nom, mais c'est vraiment ça, c'est arriver à avoir des mécanismes reposant plus sur les cycles biologiques, mais sans ces baisses de rendement, et ça, c'est quand même pas gagné, je dois dire. Alors, ce qui change quand même, pour mettre une note un peu optimiste, donc ça a été déjà tout à fait souligné tout à l'heure par M. Wackenhut, c'est que là, on a quand même des véritables évolutions en cours, après des décennies de discours, etc. C'est à travers ce pacte vert. Le pacte vert, il a des ambitions pour l'agriculture, je ne suis pas sûr qu'on lise correctement, mais enfin, c'est une réduction très massive des intrants chimiques, des engrais aussi, et puis des antimicrobiens, ou des antibiotiques, et puis porter la part de l'agriculture biologique à 25% contre 8% maintenant à l'heure actuelle en Europe, et également d'avoir une extension des zones protégées en faveur de la biodiversité. Et puis, c'est de réduire par ailleurs le gaspillage alimentaire, et ça, c'est alors le Green Deal qui, à mon avis, n'est pas assez connu du grand public, en tout cas je le vois avec mes étudiants, ils ne voient pas du tout ce que c'est. C'est quelque chose d'extrêmement ambitieux, complet, très cohérent. La Commission a fait un travail absolument remarquable de cohérence et de sortir les textes législatifs. Et puis le Green Deal, le gros intérêt, c'est quand même qu'il y a eu le Covid, et que du coup, la Commission a réussi quand même à lier le plan de relance européen, le EU Next Generation Recovery Plan, avec quand même le Green Deal. Ce qui n'était pas évident, puisque je vois les ministères français, disons, de l'agriculture, le Green Deal, c'était un peu, à travers ses composantes Farm to Fork, c'était un peu le truc, grosso modo, on va attendre que ça passe, comme ça a été le cas pour la stratégie compétitivité, puis comme un peu tout un tas de choses, y compris les Millennium Development Goals. Là, il y a quand même vraiment un plan crédible, de l'argent derrière, et je crois qu'on est quand même vraiment là à un vrai tournant. Alors ceci dit, le Green Deal en soi, il a fixé des objectifs, donc à travers ces deux stratégies, Farm to Fork, et puis la stratégie biodiversité, c'est là-dedans qu'on va trouver tous les critères de réduction des intrants, etc. On voit que si on regarde les tendances, je dirais, naturelles, on n'est pas quand même tout à fait près d'atteindre ces objectifs-là. Si vous regardez sur les écrans, il n'y a pas grand-chose qui descend dans nos objectifs. Sur le côté droite, normalement, vous avez la cible du Green Deal. Il y a un peu celui tout en bas à droite, c'est les surfaces en bio où on progresse, mais alors tout ce qui est phyto, donc pollution de l'air, tout ce qui est engrais azotés, donc là, gaz à effet de serre, plus pollution des eaux, plus pollution de l'air, on voit que c'est quand même pas extraordinaire les évolutions, malgré les engagements qui ont déjà été pris bien avant. Le plan éco-phyto en France, en 2007, il devait diminuer à l'horizon 2020, c'est-à-dire l'an dernier, l'utilisation de produits phytosanitaires de moitié, donc vous voyez que ça n'est pas arrivé. Alors, tout ça, comme je l'ai dit, c'est donc quelque chose qui est cohérent. L'ensemble de Green Deal a pris résolument une orientation
agroécologique au sens un peu d'extensification, c'est-à-dire réduire les intrants. D'où tout un tas de controverses et beaucoup de résistances politiques. Les controverses sur les impacts, c'est par exemple qu'on n'arrête pas de sortir différents rapports criant à la catastrophe avec le Green Deal, comme si c'était un énorme choc de productivité négatif, et qui veut dire que eh bien, les prix alimentaires vont monter, alors on va du coup importer plus, etc. Ça, c'est vraiment ce que mettent en place actuellement tout un tas de groupes de pression très défavorables au Green Deal, qui soient américains. On a eu un rapport du ministère américain de l'Agriculture qui a fait énormément de bruit, qui faisait des simulations sur le Green Deal tout à fait catastrophiques, avec un modèle très mauvais derrière. Mais bon, mais ceci dit, il est vrai que même celle des services de la Commission eux-mêmes, l'étude du Joint Research Center, il y a quand même des effets qu'il ne faut pas laisser sous le tapis. Parce que c'est vrai que si on fait ce type d'extensification, prenons l'exemple du bio, une baisse des rendements. Baisse des rendements, si on ne change pas la demande, on a des prix qui augmentent et on délocalise. On voit très bien dans une simulation que nous avons fait au CEPI, rien qu'un choc de 20% sur le bio qui fait monter les prix, eh bien, ça veut dire qu'on peut déforester, retourner, c'est-à-dire transformer des prairies permanentes au Canada en champs de colza, en Russie en champs de blé, étendre le soja en Amérique latine, etc. Donc, il y a des vrais impacts indirects qu'il faut prendre en compte. Et là-dessus, je pense que ce qui est vraiment très important, mais la Commission, en tout cas le projet Farm to Fork, le met tout à fait au centre, c'est qu'on a les deux volets. C'est vrai que cette extensification, cette moindre utilisation d'intrants chimiques, qui encore une fois est vraiment indispensable. Là, on a un modèle qui, même sur le plan technique, arrive un petit peu au bout de ses possibilités. On le voit avec l'érosion des sols, la compaction des sols. Il faut absolument qu'il s'accompagne d'actions sur la demande. Ça, c'est tout à fait intégré dans le Farm to Fork, donc dans le Green Deal. C'est beaucoup moins facile, ça a été dit tout à l'heure, à mettre en place, mais n'empêche que cette cohérence et l'esprit-là. Pour faire simple, le bio, c'est très bien si, en même temps, on réduit la consommation. La consommation peut être réduite. Alors, il y a des apports caloriques qui déjà peuvent être réduits au niveau de certains grands pays développés. On n'a pas tous besoin de manger 4000 calories par jour, quoi. Il y a aussi quand même un très fort levier sur le côté moins d'alimentation carnée. Alors, encore une fois, la viande, l'élevage, ça valorise des surfaces qui ne seraient pas valorisables autrement. Donc, ce n'est pas en soi quelque chose qui va nuire à la capacité d'approvisionner les gens. Mais quand même, en termes de taux de transformation de protéines ou de calories, on a quand même pas mal de leviers d'action pour réduire cet impact négatif que pourrait avoir une extensification de la production. Donc l'idée, c'est vraiment qu'il faut avoir ces deux leviers, et je crois que la Commission l'a très très bien compris. Maintenant, la réalité va être quand même plus difficile à faire passer, puisque sur toutes les recommandations alimentaires de la Commission, que ce soit sur le sel, sur le gras, sur le sucre, etc., la plupart des pays n'ont rien fait. Alors en France, on a fait le Nutri-Score, on est un des meilleurs élèves, mais sur le reste, on voit qu'il n'y a pas vraiment de choses qui fonctionnent très très bien là-dessus. Alors ceci dit, le Green Deal, ça reste un ensemble de propositions de la Commission. Il n'y a pas grand-chose quand même d'acté par le Conseil et par le Parlement dans tout ce qui a été publié et mis en place par la Commission, comme ça reste quand même encore à l'état de projet. On aurait pu penser que parmi les vecteurs, les véhicules législatifs, la réforme de la politique agricole commune, qui tombait un peu à pic, était vraiment quelque chose qui aurait pu traduire cette stratégie Farm to Fork dans la réalité. Il n'en a rien été, d'une part pour des questions de calendrier, c'est que cette réforme entre guillemets de la PAC, elle a beaucoup traîné, donc elle est très ancienne, et les principaux textes qui ont été mis sur la table, sur lesquels on discute, l'ont été avant le Green Deal. Donc il y a ce côté un peu conjoncturel. Et puis il y a le fait quand même que du côté agricole, il n'y a pas une volonté énorme pour abonder dans le sens du Green Deal. Donc on a fait un rapport pour le Parlement européen il n'y a pas très très longtemps avec mes collègues qui montre le gap qu'il y a avec la réforme de la PAC, enfin la nouvelle PAC telle qu'elle se présente,
et puis ce qu'il faudrait faire pour atteindre ces objectifs du Green Deal. Et ce gap, il est absolument gigantesque sur tous les points où on avait des graphiques tout à l'heure. Une de ces caractéristiques de cette nouvelle future PAC, en tout cas, donc c'est en phase finale de négociation, là, hein, c'est qu'il y aura une politique qui va être beaucoup plus décentralisée. On pourrait presque enlever le C de PAC, hein, si on était un petit peu mauvaise foi. Eh bien, la déclinaison française de la PAC, qui va être par un plan stratégique national, ne montre pas non plus d'énormes velléités d'aller vers cette révolution agroécologique. Donc, s'il y a des choses qui changent, encore une fois, c'est plutôt du côté des consommateurs, dans les comportements alimentaires, dans la demande pour de bio, du côté aussi des citoyens qui veulent faire interdire certaines molécules, ce qui a des conséquences sur tout le système productif. Mais je ne sais pas si on peut quand même vraiment espérer à court terme beaucoup de cette, entre guillemets, révolution agroécologique. Merci. Merci beaucoup Jean-Christophe.